Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau petit projet de machine learning où aujourd'hui, on va étudier un dataset en fait qui est sur les trucks, donc les camions en fait, les camions de Scania, Scania Trucks, où on va essayer de prédire en fait si un camion a une panne dans le système APS, enfin le système d'air pressurisé. On va essayer de traduire littéralement. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est de prédire quand il y aura une panne pour déjà savoir qu'il y a une panne et du coup éviter des problèmes, mais aussi éviter en fait de faire des contrôles non nécessaires par les mécaniciens, parce que des fois on envoie en fait des camions à la réparation alors qu'en fait il n'y en a pas besoin, ils sont en bonne santé, donc du coup on veut aussi éviter de réduire ses coûts, mais le plus important c'est aussi du coup de détecter quand il y a une panne pour éviter en fait de gros problèmes ou de devoir payer encore plus cher des problèmes en fait qui arriveront après dans le futur. Voilà, donc le dataset du coup est disponible alors soit sur le site original, donc c'était fait par c'était collecté je crois par une université, sinon il est sur Kaggle. L'intérêt en plus sur Kaggle, c'est qu'il a été un petit peu plus nettoyé. Enfin, le truc, c'est que le dataset du coup ne contient que les données, les variables et tout. Il n'y a pas de texte en plus où il faut se débarrasser, qui peut être un petit peu délicat. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire un petit peu plus de manipulation sur le fichier. Il y aura quand même du nettoyage à faire, bien évidemment, mais c'est juste que là, ce sera beaucoup plus du nettoyage sur les données en elles-mêmes si vous prenez le dataset de Kaggle. Donc ensuite, du coup, ce qu'on va faire, on se doute, on va faire du machine learning. Donc du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir plein de variables, en fait, qu'on va appeler des variables explicatives. Et ces variables explicatives, à partir de ces variables, on va essayer de prédire, du coup, une variable Y, qui est, en fait, si le camion a une panne ou pas. Donc la variable Y, c'est une variable binaire, du coup, parce qu'elle ne peut prendre que deux valeurs. Elle indique si le camion est en panne ou non. Donc toutes les données en fait sont labellisées, donc c'est-à-dire que on a un échantillon. Un échantillon, ça va être quoi? Ça va être un camion en fait qui a certaines valeurs dans ses variables. Donc par exemple, je sais pas, la qualité du moteur, le taux d'huile ou des trucs comme ça. Et ensuite, on va du coup dire si ce camion est tombé en panne ou pas. Et donc du coup, à partir de toutes ces observations, on va essayer de pouvoir prédire si un nouveau camion, à partir des informations qu'on a sur lui, va tomber en panne ou non. Voilà. Donc du coup, on va avoir besoin de plusieurs librairies. Donc on va avoir notamment besoin de Pandas, NumPy, Scikit-learn. SciPy, je pense que on peut l'oublier. J'ai oublié de l'enlever, mais non, il n'y en aura pas besoin. Et après, du coup, on aura besoin en fait de beaucoup de choses qui sont liées à Scikit-learn. Je les ai juste importées. Donc on aura besoin du coup, comme j'ai dit, de Pandas, de NumPy. Donc Pandas pour lire les datasets, NumPy pour faire tout ce qui est la manipulation algèbre linéaire, tout ça. Matplotlib aussi pour pouvoir faire un petit peu de visualisation. Ensuite, on aura besoin de PCA. Donc PCA et préprocessing en fait qui seront du coup. Donc préprocessing sera notamment pour faire la normalisation et PCA sera pour réduire en fait nos nombres de variables, parce que vous verrez qu'on va avoir beaucoup de variables et du coup on va voir comment on peut faire pour réduire le nombre de variables explicatives. Ensuite du coup les algorithmes, donc on va tester plusieurs algorithmes. On va tester notamment K-means, Logistic Regression, LDA, Random Forest aussi, et Linear SVC et KNN, K-Neighbors Classifier. On va aussi utiliser des métriques, donc ça sera notamment pour le K-means. Enfin, ces deux-là seront pour le K-means, c'est-à-dire silhouette, coefficient silhouette, et aussi on utilisera une matrice de confusion. Donc ça c'est assez intéressant, ça change un petit peu de l'accuracy, où l'accuracy en fait c'est pas, enfin ça ne nous indique pas toujours un bon truc, et notamment dans ce cas ici vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite on a Smoot, l'algorithme Smoot en fait qu'on verra, qu'on utilisera en fait pour faire du sampling. Et ça c'est un petite librairie, enfin un truc que j'ai pris de collection de Python, qui est une librairie de base. Ça servira juste à un moment, c'est pas super important, on y reviendra dessus en temps voulu. Voilà, donc du coup ensuite ce qu'on va faire c'est que on va préparer notre dataset, on va du coup le lire, tout ça. Donc moi je suis sur Google Colab. Donc Google Colab c'est du coup un site en ligne développé par Google qui vous permet d'avoir accès à de la RAM et des ressources en fait virtuellement, enfin en ligne en fait, c'est grâce à des serveurs, donc ça c'est utile si vous n'avez pas un ordinateur très puissant. Vous pourrez quand même faire du coup ce projet, et vous pourrez même en faire d'autres si vous voulez, c'est disponible gratuitement par Google, donc il suffit juste de vous connecter avec votre compte Google. Alors il y a plusieurs manières d'importer un dataset sur Google Colab. Vous pouvez faire la manière, on va dire celle-là, où vous cliquez en fait ici sur ce petit dossier, ensuite vous cliquez sur ce petit fichier avec une flèche et vous importez le fichier. Le problème c'est que là on a des fichiers qui vont être un peu volumineux, normal, parce que on va avoir un dataset avec 60 000 échantillons et 170 ou 180 et quelques variables explicatives.
Donc ça va faire un gros dataset et du coup ça peut avoir du mal à le lire. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré le mettre du coup sur mon Google Drive. Donc ce que vous faites tout simplement c'est que vous le mettez sur votre Google Drive. Moi je l'ai mis dans un dossier machine learning où vous créez sur votre Drive un dossier machine learning. Ensuite vous mettez du coup les deux datasets. Donc le premier qui est pour les données d'entraînement et le deuxième qui est pour les données de test. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire from Google Colab, enfin google.colab import drive et on va faire drive.mount et donc du coup on va lire en fait, enfin on va importer un peu notre drive dans Google Colab. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que ici j'ai mon dossier drive. Et ensuite du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir le lire. Donc pour cela on va faire du coup pd donc de pandas .read csv et je vais lire du coup donc on va mettre tout d'abord content slash drive slash my drive, donc mon drive. Et ensuite, moi je l'ai mis dans un dossier machine learning. Donc du coup, je fais slash machine learning, ensuite slash et le nom du fichier. Ensuite ici, avec bien évidemment l'extension CSV. Et les non-values, on met NA, du coup, pour pouvoir les repérer. Parce qu'il y aura plein de non-values. Voilà. Et je fais pareil du coup pour mon dataset test qui est sur un fichier différent. Ok, donc ensuite ce qu'on peut essayer de faire c'est d'essayer de voir un petit peu en faisant un point head du coup notre fichier. Donc point head ça affiche juste les 5 premières lignes et vous voyez qu'il y a 171 colonnes dont une colonne qui est la colonne classe. Donc du coup ça veut dire que à chaque échantillon ça correspond du coup à un camion, et on va nous dire en fait si ce camion est tombé en panne ou pas. Donc négatif ça veut dire qu'il n'est pas tombé en panne, positif ça veut dire qu'il est tombé en panne. Et vous voyez déjà qu'il y a des non-values dès le début. Alors aussi on a un autre problème, c'est que en fait les colonnes, les variables explicatives, donc chaque colonne est une variable explicative, et vous voyez que en fait on n'a pas vraiment de nom, parce que EE002 ça veut pas dire grand chose. En fait elles ont été anonymisées, voilà, ça c'était dans l'étude, c'était dit dans l'étude sur le site, elles ont été anonymisées. Donc ça peut être un peu embêtant parce que on peut pas vraiment savoir à quoi elles correspondent. On peut essayer de supposer, mais on peut pas vraiment savoir. Typiquement, par exemple, EE002, peut-être qu'on peut dire que c'est les kilomètres. Mais le truc, c'est qu'on sait pas vraiment. Et ça, c'est embêtant parce que, du coup, on peut pas vraiment faire de recherche. Par exemple, on peut pas essayer de chercher de notre côté qu'est-ce qui cause des pannes. Est-ce que le nombre de pannes augmente avec le nombre de kilomètres? Donc, ça, on se dit, du coup, les kilomètres, c'est important. Donc, du coup, si on a une colonne kilomètres, on va garder cette colonne et on va faire attention aux valeurs extrêmes, parce que les valeurs extrêmes, c'est-à-dire des grosses valeurs, donc c'est-à-dire des gros, un camion qui a fait beaucoup de kilomètres, on peut se dire que du coup, lui, il a plus de chances de tomber en panne parce qu'il a fait énormément de kilomètres. Là, on peut pas savoir si on a une colonne qui correspond au kilomètre. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'afficher directement sans faire un point head. Et vous voyez que du coup, il y a plein de non-values, notamment sur AB000. Et aussi, alors bon là on peut pas vraiment trop le savoir, mais c'est parce que moi j'ai déjà regardé le dataset, mais en fait le problème qu'on va avoir aussi, c'est qu'on a beaucoup de classes avec le label négatif et pas positif, donc c'est-à-dire on aura 59 000 je crois échantillons avec le label négatif, donc c'est-à-dire que le camion n'a pas de panne, et seulement 1000 échantillons avec la classe positive, donc on aura juste 1000 pannes en fait dans notre dataset qui contient 60 000 données. Donc c'est-à-dire qu'il y a un énorme déséquilibre des classes. Le problème de ça, c'est que du coup, quand on va entraîner nos algos de machine learning, il risque d'y avoir une très bonne accuracy globale, mais en fait, l'accuracy, elle sera très bonne pour la classe négative, on va dire la classe 0, et très peu bonne pour la classe 1, classe positive en fait, tout simplement parce que la classe positive elle aurait été un petit peu oubliée, mais il y aura eu un très bon entraînement sur la classe négative. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce dataset, c'est parce que faut qu'on étudie en fait les disproportions des classes. Ça arrive souvent, notamment en santé. Par exemple, si vous avez des maladies rares, normal que ces maladies rares, vous allez avoir moins de données, mais parce qu'elles sont rares tout simplement. Mais le problème c'est que faut quand même essayer de bien les détecter, même en ayant moins de données. Voilà, donc ça va être ça aussi l'enjeu de ce dataset, ça va être du coup d'essayer de trouver comment faire pour, quand on n'a pas beaucoup de données sur une classe, comment faire pour que notre modèle en fait arrive à faire une bonne prédiction sur ces classes avec de nouvelles données. Donc aussi du coup une petite méthode qui est pas mal à savoir quand on veut regarder le nombre en fait d'échantillons qu'on a pour chaque classe, c'est de faire du coup ici dataset training class, donc on va regarder la colonne classe et on va compter les valeurs différentes. Et donc du coup ça va nous faire un agrégat, donc compter en fait combien d'échantillons pour chaque valeur. Et donc on voit du coup, comme je vous disais, pour la classe négative il y a 59 000 échantillons et pour la classe positive il y en a 1000, donc il y a quand même un énorme ratio en fait, ce qui est du coup non négligeable. Alors du coup notre dataset, donc du coup on va essayer de nettoyer un petit peu, et déjà il faut qu'on essaye de gérer tout ce qui est les non-values. Ça c'est assez important parce que vous avez plein d'algorithmes en fait qui n'aiment pas quand il y a des non-values, il y en a qui acceptent, mais bon le problème c'est que ça nous donne des informations en moins, donc du coup c'est un peu embêtant.
Donc déjà, si on regarde un petit peu la somme sur chaque colonne, on voit quand même qu'il y a beaucoup de non-values. Juste en regardant un petit peu comme ça, on voit par exemple que AB000, il y a quand même presque 47 000 non-values. Donc c'est-à-dire que la colonne, elle contient sur 60 000 données, presque 47 000, enfin un peu plus de 46 000 qui sont non-values. Donc c'est quand même beaucoup plus que la moitié. C'est quand même assez énorme. C'est plus des 3/4 quand même. Et donc pareil pour d'autres aussi, pour AD000, qui contient 14 000, presque 15 000 données. Donc si on regarde le maximum, donc c'est-à-dire la colonne qui a le plus de non-values, on est presque à 50 000 sur 60 000, ce qui est quand même assez énorme. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de notre dataset original. L'intérêt de faire une copie, c'est que du coup on va pouvoir faire des manipulations sur cette nouvelle variable, qui est une copie, une deep copy, enfin une copie pas artificielle, c'est-à-dire que les modifications qu'on fera sur X ne seront pas faites sur dataset training. Ok, ça c'est un truc qui peut arriver en Python quand vous copiez des variables ou des listes notamment, c'est que des fois on fait pas la bonne copie. Là c'est une bonne copie qui est faite, il n'y a pas de souci à se faire, donc du coup si on se loupe sur X, si on fait une fausse manip, eh ben on pourra toujours refaire une copie à partir de dataset training, parce que dataset training, on n'y a pas touché. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de faire du coup une copie. Alors, le premier truc qu'on peut faire pour se débarrasser des non-values, bah, c'est on supprime toutes les lignes qui ont au moins une non-value. Donc on fait un x.drop_na. Donc ça veut dire que dès que on voit dans une ligne une non-values, et on la supprime. Bon, le problème c'est que, vous voyez qu'on est passé de 60 000 lignes à 591 lignes. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de paires de données. Donc ça c'est quand même assez embêtant. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va refaire une copie, puisque là le X honnêtement on l'a un peu foutu en l'air. Donc on va refaire une copie et on va essayer de supprimer quelques petits trucs. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est que on peut remplacer en fait les non-values par la moyenne en fait des valeurs qui sont pas des non-values de cette colonne. Donc par exemple AB000, ce qu'on va faire c'est que dès qu'on va trouver une non-values, on va calculer la moyenne de toutes les valeurs numériques qu'il y a dans cette colonne, qui sont pas non-values, hein, et on va faire une moyenne, et on va remplacer la non-value par la moyenne. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire. Le problème, c'est que ça peut être pas mal s'il n'y a pas trop de non-values. Là, à B00, il y avait 46 000 quelques non-values. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quasiment toutes les données, ça va être les moyennes des 15 000 données restantes. Et ça, c'est pas vraiment génial, parce que du coup, ça va mettre beaucoup de biais. Et c'est pas super intéressant. Je sais pas pourquoi il y a un 0 ici. Ah bah oui, parce que c'est pas une non-value de base, ok. Donc du coup, ouais, c'est pas super intéressant. Ça va être intéressant par contre s'il n'y a pas beaucoup de non-values. Voilà, on cache un peu le problème en remplaçant par des moyennes, mais c'est pas trop grave s'il n'y a pas beaucoup de non-values. Donc le mieux c'est de le drop. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait x égale à x.drop. On peut faire aussi, on peut mettre le paramètre inPlace égale à true si on veut aussi, je crois. Et on met axis 1 parce qu'on veut supprimer la colonne. Donc du coup, si on regarde après notre dataset, AB000 n'existe plus. Normal, il a été enlevé. Ok, donc ça c'est pas mal. Et vous voyez que du coup on est aussi à 170 colonnes alors qu'avant on était à 171. Donc ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut re-regarder la somme des non-values par colonne. Donc en faisant x.isNull.sum, et on voit qu'on en a encore quand même quelques-uns. Par exemple, on a AD0, AD00, enfin AD000, qui contient quand même presque 15 000 non-values. Donc là, pareil, on peut drop à nouveau. On peut faire ça aussi pour BR000, donc j'avais dû regarder, il devait y avoir pas mal de non-values. Donc là, on a supprimé du coup 2 colonnes, donc on est à 168 colonnes, et on avance. Bon, le problème c'est qu'on peut continuer à drop, il y avait aussi BQ000 que j'avais dû regarder, qui contenait aussi pas mal. Et si on regarde BP000, on voit qu'elle aussi elle a 47 740 non-values. Donc en fait on voit qu'il y a beaucoup de colonnes qui ont des non-values. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit programme quand même pour pouvoir drop en fait toutes les colonnes qui ont plus que 10% de non-values. Voilà, donc ça veut dire plus de 6000 non-values parce qu'on a 60 000 lignes. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va faire du coup un dictionnaire où on va stocker du coup pour chaque nom de colonne, on va lui associer, donc le dictionnaire contiendra comme clé les noms des colonnes, et les valeurs associées ce seront le nombre en fait de null values. Donc c'est grâce à ça, c'est que du coup je récupère, en fait je fais un data frame de ça en fait, oui, de ce que j'ai ici, donc c'est-à-dire de toutes mes lignes, enfin de toutes mes colonnes
et leur non values et le nombre de non values qu'elles ont. Et du coup ensuite je vais foutre ça dans un dictionnaire où je vais associer à chaque nom de colonne sa valeur, la valeur de non values qu'elle contient. Et donc, du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que toutes les values, en fait, enfin, toutes, ouais, si les values, en fait, font plus que 10%, du dataset, en fait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, si on a 60 000 lignes, et bah, du coup, si les valeurs sont supérieures ou égales à 6000, et bah du coup je vais supprimer cette colonne parce qu'il y a plus que 10% de non-values. Du coup bah là ça m'évite de le faire manuellement, hein. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais, pour les autres colonnes qui contiennent des non-values, on va remplacer les non-values par la moyenne de cette colonne. Donc là à nouveau pareil, je récupère ce que j'avais fait ici, vous voyez, donc c'est-à-dire prendre en fait, mettre en dataset ou en data frame mes colonnes avec du coup le nombre de non-values qu'elles ont, et je vais foutre ça dans un dictionnaire avec pareil, les clés seront les noms de mes colonnes et les valeurs associées seront du coup le nombre de non-values. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire du coup pour chaque colonne, on va remplacer du coup les non-values par la moyenne des valeurs de cette colonne. Voilà. Et donc ensuite, si on fait un x.isNull.sum.max, on regarde du coup quelle est la colonne qui a le plus de non-values, et ben on voit que c'est 0. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a plus de non-values. Et donc du coup, si on raffiche notre x, alors j'ai juste un peu de problème avec le pad, voilà, on voit que là on est quand même passé à 143 colonnes. Au départ on était à 170, 171, donc on en a quand même supprimé pas mal. Et en plus on n'a pas eu à tout faire manuellement. Et donc maintenant on a quelque chose d'un peu plus intéressant. On n'a plus de non-values, donc ce qui va nous éviter quand même des potentielles erreurs quand même quand on va analyser nos données et quand on va traiter, quand on va faire des algorithmes en fait pour pouvoir essayer de prédire ensuite les pannes. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est que on va continuer à préparer notre dataset. Donc pour cela ce qu'on va faire c'est que on va faire une autre variable y qui va contenir nos labels. Donc ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on fait y égale à x. Alors j'ai mis entre double crochet parce que je voulais que ce soit un data frame et pas juste une series, donc c'est à dire juste une simple colonne. Je voulais que ce soit vraiment un data frame à part. C'est juste des détails mais c'est juste que je préfère faire comme ça. Ça évite après d'avoir des manipulations un peu dérangeantes à faire. Ensuite ce que je vais faire c'est que y c'était du coup y c'est ici, c'est cette colonne classe. Et le truc c'est que c'est des variables du coup non numériques, donc c'est un peu embêtant, hein. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer, on va les convertir en fait, on va les remplacer par des valeurs numériques, c'est la belle. Donc en fait négative on va le remplacer par 0 et positif on va le remplacer par 1. Voilà, et je fais inPlace égale à true, donc ce que je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que du coup en fait je vais modifier directement ma variable y. Voilà, et donc du coup quand je vais réafficher y, vous allez voir que maintenant je n'ai plus que des 0 et des 1. Si je fais un value count, et ben vous voyez que j'ai 59 000 0 et 1001. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le x, je vais drop la classe, parce que ça ne va pas être du coup dans mes variables explicatives. Et du coup, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de cette colonne. Donc ensuite, pour l'inférence, on va faire pareil. Alors, on remarque aussi pour l'inférence le nombre de négatifs et de positifs pour les labels, quoi. En gros, il y a 15 625 négatifs et 375 positifs, donc on a 16 000 données du coup. Donc on peut bien évidemment à nouveau l'afficher. On voit aussi qu'à nouveau il y a des non-values, donc on va s'en débarrasser, ce sera quand même un petit peu mieux. On va faire un point describe aussi, c'est vrai que je l'avais pas fait tout à l'heure, ou peut-être que j'étais passé rapidement dessus, pour voir un petit peu. Après le truc c'est que, toujours un peu du mal à voir certains trucs parce qu'on a quand même pas mal de variables, et le problème c'est qu'on les connaît pas vraiment ces variables, parce que elles sont pas, elles sont anonymisées. On va récupérer du coup les labels dans une classe yTest. Donc ensuite on va drop évidemment pour xtest du coup les valeurs. Peut-être que je l'avais pas montré, je sais plus. Mais xtest du coup ah non mais non, ok c'est bon. Donc ok, donc xtest du coup ça va être mon dataset sans du coup ma classe, mes labels en fait sur la colonne classe. Ensuite ce que je vais faire pareil c'est que je vais du coup faut que j'ai le même nombre de colonnes dans mon xtest que dans mon xtrain, parce que sinon ça va me poser un problème en fait si j'ai des nouvelles variables. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais parcourir du coup tous les noms de colonnes de xtest. Si ce nom n'apparaît pas dans les noms de colonnes de x, et je vais le drop, parce que ça veut dire que c'est une colonne qui contenait plein de non-values et que j'ai drop dans le dataset d'entraînement. Sinon si cette variable existe, je vais remplacer ces non-values par la moyenne du coup de ce xtest, par la colonne de xtest. Voilà.
Et du coup, maintenant, je dois retrouver le même nombre de colonnes, donc 142. Normalement, c'est ce que j'avais, il me semble, tout à l'heure. Enfin, de toute façon, j'ai entraîné les algorithmes, hein, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Vous voyez, 143 normal parce que j'ai ici encore la classe. Donc du coup, si je l'enlève, ça fait bien 142, comme ça devait être prévu. Parce que là, j'ai déjà supprimé la classe. Vous voyez, j'ai fait un drop déjà. Et donc du coup, j'ai bien 142 colonnes. Et là, j'ai 16 000 lignes. Et ensuite, nous, on avait jusqu'à présent des data frame pandas. Quand on fait du machine learning, enfin quand tu utilises l'algorithme, notamment des scikit-learn, c'est mieux d'avoir du NumPy. Je crois que maintenant, c'est un peu plus possible de faire avec du pandas. Nous, on va faire du NumPy. Ce sera tranquille. Donc du coup, on fait tout simplement x est égal à x.toNumPy. Et pareil pour les y et xtest et ytest. Et ytest aussi, j'avais oublié. Mais faut replace du coup négative et positive par 0 et 1, comme j'avais fait du coup pour les données d'entraînement.